Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce premier podcast du marketing pour les nuls. Je suis Kevin, fondateur de But Spaces. Alors j'ai longtemps travaillé dans les métiers du web pour diverses startups et différents secteurs. Alors le bio, le bâtiment, les applications, peu importe. C'est surtout qu'avec ce podcast, j'aimerais discuter avec vous des problématiques de marketing, pour les petites entreprises notamment, et les micro-entreprises. Donc si vous êtes dirigeant d'une petite SARL, d'une micro-entreprise ou d'une petite SAS, et que vous êtes en création par exemple, que vous soyez débutant ou intermédiaire, que vous ne savez pas ce qu'est le marketing, que vous n'avez pas défini stratégie, ou alors que vous faites de la promotion mais qu'elle n'est pas rentable, aujourd'hui ce podcast il s'adresse à vous. Les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai remarqué quelque chose d'assez récurrent, c'est que la partie marketing est très délaissée. C'est tout simplement parce que quand on est en création ou alors quand on est une petite structure, on est concentré sur le développement du produit ou du service, on veut offrir le meilleur de nous-mêmes, on veut offrir le meilleur produit aux clients, on est un peu en vision tunnel, on est vraiment engagé dans cette course et le problème c'est que beaucoup délaissent la partie qui est la plus importante et qui est un pilier, c'est le marketing, la vente, la communication. Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir de revenus si on ne peut pas vendre, et même si on a le meilleur produit, si on n'a aucune visibilité, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, on ne communique pas de la même manière qu'avant, surtout avec les entreprises et les clients. Donc il faut se mettre à la page. C'est pour ça qu'avec ce podcast, je veux vous montrer comment et où faire de la promotion pour votre entreprise, pour votre marque, produit ou service. Comment optimiser ce budget aussi marketing qui peut devenir très coûteux, et quels canaux, quelles alternatives choisir pour que ça devienne le moins cher et surtout le plus rentable. Donc avec ce podcast, j'aimerais sensibiliser un maximum de personnes et de vous aider si possible, et puis surtout d'ouvrir la discussion sur ce sujet-là. Alors pour ce premier épisode du marketing pour les nuls, aujourd'hui on va voir le marketing de masse et pourquoi vous perdez certainement de l'argent dans vos investissements de communication. On va parler de ce qu'est le marketing de masse, pourquoi il a changé, et notamment pourquoi vous devriez complètement changer votre stratégie si vous êtes encore à cette ère du marketing de masse. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le marketing de masse ? Alors, le marketing, il existe depuis des siècles. En fait, depuis que l'homme a instauré une économie quelconque entre les individus et dans la société. On avait les crieurs de journaux à l'époque qui criaient pour vendre leurs journaux ou annoncer quelque chose. Ça aussi, c'est une forme de marketing. Donc, le marketing, on peut le retrouver sous une forme ou une autre. Ça n'a pas d'importance. La plus traditionnelle que l'on connaît aujourd'hui par rapport à notre époque, ça va être la presse, la télévision, les journaux, la radio, voilà, les bases que l'on connaît du marketing. Donc par la suite, j'ai fait quelques recherches sur internet et je vous ai concocté un peu une petite définition avec les termes que j'ai trouvés par-ci par-là qui me paraissent très bien décrire ce qu'est le marketing de masse. La définition est la suivante. Le marketing de masse désigne une stratégie publicitaire standardisée et indifférenciée, se reposant sur le postulat que le marché est une masse homogène. Elle utilise le plus souvent les médias à forte audience et propose un message ou une offre peu ou pas personnalisée. Alors ici, il y a des mots-clés à retenir, qui vont être standardisation, indifférencié et masse homogène. Donc comment ça se passe à l'époque ? Tout simplement, l'objectif d'une publicité est de toucher un volume important. On ne se souciait pas de la cible, on ne se souciait pas de qui la regardait, l'important c'était de toucher le plus de prospects et dans cette masse-là, espérer obtenir un petit pourcentage de clients. Le problème étant que c'était des messages très génériques qui étaient destinés à un public très large, donc la publicité en elle-même était très générique. Et quand on parle de médias à forte audience, à l'époque, et encore aujourd'hui, on va citer la télévision, la radio, les journaux, tous ces médias qui touchent le plus de monde étaient les plus intéressants. Plus aujourd'hui, mais on le verra pourquoi. Donc à l'époque, les alternatives, il n'y en avait pas beaucoup. C'était un peu les seules solutions pour pouvoir promouvoir à l'échelle nationale ou un peu plus globale, avoir une grosse portée. Donc à cause de ça, la pub coûtait assez cher. Faut savoir que même aujourd'hui, à l'heure de pointe de visionnage, vers 18h, 19h, vers les infos, la pub coûte très cher. J'ai pas les chiffres, mais ça peut monter très haut. Donc, faut savoir que les petites entreprises, pour le coup à l'époque, avaient beaucoup de difficultés à se démarquer de la concurrence. Donc la publicité était plutôt réservée à une élite, des grosses entreprises qui avaient de gros moyens. Mais alors, pourquoi ce marketing il a changé aujourd'hui ? Eh bien tout simplement c'est dû, je pense, à un seul facteur qui est la mondialisation. Et juste en partant de ça, il y a eu énormément de conséquences. Donc avec
ce processus qu'est la mondialisation, les marchés se sont ouverts. Et quand on ouvre les marchés, on s'ouvre à des cultures différentes, on s'ouvre à l'innovation également. Et forcément, il y a eu de grosses avancées technologiques. On a eu l'apparition d'Internet dans les années 90, avec Netscape aussi qui est né, Google en 97, et par effet boule de neige, on a eu des plateformes e-commerce comme Amazon en 94, eBay, ensuite les réseaux sociaux dans les années 2000, avec LinkedIn, MySpace, Facebook et Twitter. Donc il y a eu de grosses avancées en ces quelques années. Et ce qui fait qu'il y a eu de plus en plus de concurrence pour les entreprises. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu une diversification des plateformes et toutes les entreprises maintenant peuvent promouvoir grâce à Internet. On peut le voir aujourd'hui, toutes les petites entreprises peuvent se permettre de payer des publicités sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est beaucoup moins cher et parfois, si ce n'est tout le temps, plus efficace. Et on va le voir. Donc plus de concurrence. Avec ça, s'ensuit les données personnelles. On va pas faire un débat éthique aujourd'hui sur cette question, mais les données personnelles, c'est quelque chose qui a changé la face du monde également. C'est devenu un peu la monnaie, l'or noir des entreprises, surtout des plus grosses structures, Google, tout ça, etc. Quand je vous parle de données personnelles, c'est par exemple quand vous acceptez les cookies, quand Google vous propose des publicités personnalisées, etc. Et tout ça, on appelle ça le big data. Le big data qui désigne cette explosion de données numériques que l'on stocke et que l'on analyse. Ça a complètement changé la manière dont on vend et dont on communique. Même à l'échelle sociale, non pas juste sur une question marketing. Donc, comme je vous l'ai dit, avec les publicités personnalisées de Google, par exemple, la communication en général est devenue très intrusive. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quelque chose de très personnalisé. Ça dépend de chacun et c'est quelque chose de très rentable. Pour le coup, cette diversification des plateformes a fait que les gens voient de la pub partout maintenant, dans leur quotidien. Quand ils sortent dans la rue, quand ils écoutent la télé, maintenant quand ils sont sur leur smartphone. Donc tous les jours. Si vous saviez combien de fois on ouvre notre smartphone, et si à chaque fois qu'on ouvre notre smartphone on voit une publicité, ça monte très très vite à la fin de la journée. Donc les gens sont saturés par la publicité. Donc on ne peut pas leur offrir cette publicité de masse qu'on avait avant, ce marketing de masse, où le message était générique. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la consommation et les gens n'ont plus le temps d'avoir des pubs très chiantes qui ne correspondent pas du tout à leurs besoins. Et c'est pourquoi aujourd'hui la philosophie elle a complètement changé. Aujourd'hui on parle carrément, le terme un peu technique qui a été inventé, c'est l'inbound marketing. C'est une définition très, très anglophone, très technique, pour désigner le fait que la philosophie a changé et aujourd'hui c'est le client qui est au centre de l'entreprise, qui est au centre de la vente et non plus le produit. Vous ne vendez plus un produit, vous satisfaisez le besoin d'un client. Et c'est très important d'avoir cette philosophie en tête parce que ça va changer votre manière de communiquer. Maintenant, la philosophie qui est adoptée, c'est plutôt la rétention client et pas l'acquisition. C'est quoi la différence ? L'acquisition, tout simplement, c'est vouloir gagner de nouveaux clients. Toujours, constamment. On essaye de toucher un nouveau public, avoir du volume. Sauf que c'est plus intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de rétention client. Et la rétention, c'est quoi ? C'est de fidéliser les clients pour qu'ils restent et qu'ils viennent consommer de manière récurrente. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous concentrez sur l'acquisition, c'est bien, vous allez avoir une tonne de clients, mais ils vont tous partir. C'est pas intéressant et vous n'allez pas vous installer, vous n'allez pas faire figure d'autorité dans votre domaine et vous allez être un peu un péage. Un milieu temporaire, c'est-à-dire qu'on va venir consommer chez vous et on va partir puisqu'on n'a pas été satisfait. Vous aurez une mauvaise réputation, qui est vraiment aujourd'hui la pire sanction pour les entreprises. On peut le voir avec les Google Reviews. Vous savez, sur Google Maps, vous pouvez mettre des avis, TripAdvisor, etc. Les restaurants dépendent de ça. Il y a un réel business qui est fait derrière, donc la réputation, c'est très important. La réputation de votre marque, la réputation de vos services, votre réputation si vous êtes en micro-entreprise. Donc c'est très important, la qualité, la fidélisation. En termes de fidélisation, aujourd'hui, vous voyez, quand vous passez à la caisse, on vous propose des cartes de fidélité, on vous propose même des fois de vous abonner sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vraiment le mot d'ordre. Et toujours dans cette philosophie de la rétention client, il y a de réels moyens qui sont mis en place et qui sont complètement novateurs. On veut que toute l'expérience utilisateur soit qualitative. On peut voir avec les services clients, les SAV, ils se sont drastiquement améliorés depuis des années quand même. Même si on peut douter quand on appelle le service client des opérateurs internet. Mais en général, les entreprises investissent vraiment dedans
Et il y a eu de réels efforts qui sont faits tout simplement parce que il y a trop d'impact maintenant par rapport à avant si un client est mécontent. Avant, un client est mécontent, il quitte votre magasin, il se barre, c'est terminé. D'accord ? Aujourd'hui, il se barre, il va mettre un mauvais avis sur Google Review, ensuite il va parler de vous autour de lui et surtout sur les réseaux sociaux. Donc ça va très vite. Aujourd'hui, même les scandales des plus grosses entreprises, elles tournent très vite sur les réseaux sociaux. Donc il y a un effet boule de neige positif, mais aussi également négatif. Donc c'est pour ça que c'est tout aussi intéressant et dangereux d'avoir cette réputation-là. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de différents moyens. Tout simplement, il y a par exemple les blogs. Les blogs, on en a vu plein. L'apparition d'articles de blogs. Par exemple, aujourd'hui, même vous voyez Facebook, ils ont des articles de blog pour aider les entreprises. Ils ont levé des fonds durant la crise du corona. Il y a des formations même qui sont faites, en plus des documents, des blogs, des vidéos qu'ils font pour les entreprises sur leur site. Et vraiment, tout ça, c'est pour fidéliser et faire figure d'autorité dans leur secteur d'activité. Donc ça, c'est important. On peut aussi avoir des vidéos sur YouTube. Quand je vous parle de vidéos sur YouTube, il y a par exemple UNICEF, qui est une association à but non lucratif, je crois. Enfin, les dépendances qui avec les gouvernements, c'est un peu compliqué, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais quand je vous parle des associations en général, elles investissent dans le marketing, même si elles sont à but non lucratif. C'est pas l'important. Elles vont pas chercher à vous vendre quelque chose, mais elles vont chercher à ce que vous donniez, à ce que vous vous engagiez humainement dans l'association. Donc c'est encore plus compliqué. C'est pas juste une question de consommation, c'est une question d'engagement social et humain. Donc les vidéos sur YouTube, les gros montages, tout ça que vous voyez très émotifs de la part d'UNICEF ou d'autres associations, et ben ça a quand même un objectif. Ils misent pas des milliers d'euros dedans juste pour que ce soit beau. L'important c'est de fédérer. Ils vont pas balancer leur budget marketing juste pour gâcher des dons. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage et on ne consomme plus de la même manière. On n'achète plus juste des objets, on achète plutôt des valeurs et les humains qu'il y a derrière chaque entreprise. On suit leur engagement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'apparence des influenceurs qui ont fait un gros boom. Pourquoi ? Parce qu'un influenceur, il a déjà cette communauté qui est fidélisée. Il faut savoir que la majorité de ces influenceurs fonctionnent déjà légalement comme des entreprises, à la différence que leur image d'entreprise, c'est eux-mêmes. Donc ça rend la chose beaucoup plus humaine, beaucoup plus authentique, et c'est ça qui fait suivre, et c'est ça qui fédère. Et comme ça, les gens ont l'impression de suivre un ami ou un proche qui partage leurs valeurs. C'est comme ça que la consommation elle a changé aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus engagés et ils veulent des entreprises qui leur correspondent. Et on a vu avec la crise du coronavirus qu'on était dépendant de beaucoup de productions chinoises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français ont une conscience un peu plus éveillée sur ce sujet. On a vu beaucoup de reportages et beaucoup de mises en lumière justement sur des productions locales et sur des entreprises françaises qui ont été mises en valeur là-dessus. Parce que hier, les gens consommaient de manière excessive. Il y avait une mondialisation qui était très rapide. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On se rend compte que consommer local, c'est pas si mal. C'est pas si mal et c'est plus éthique. C'est pour ça que, vous voyez, il y a le slip français qui a fait des masques également pour le gouvernement, etc. Et les gens maintenant se rendent compte qu'il faut aider les entreprises locales. Et il y a une grosse apparition quand vous voyez les nouvelles startups, les nouvelles entreprises, c'est souvent des petites entreprises qui sont engagées politiquement. Des projets qui sont engagés dans l'écologie, dans l'associatif, etc. Et quand je vous parle de politisation des entreprises, je peux vous citer des grands groupes comme Facebook et Instagram qui ont suivi des mouvements sociaux comme celui de George Floyd ou alors des mouvements pour l'écologie. Alors, ils ne le font pas par hasard, on ne va pas discuter aujourd'hui de leur éthique à l'intérieur même de leur entreprise, ni des vraies intentions de leurs directeurs et leurs dirigeants, mais quand bien même, au-delà de ça, ces engagements-là, ils correspondent aux engagements qu'ont leur public, qu'ont leurs utilisateurs. Donc ils ont tout intérêt à s'aligner dessus, ne serait-ce que pour des raisons marketing. Je ne suis pas là pour débattre des vraies intentions comme je vous l'ai dit, mais sur un aspect purement marketing, c'est intéressant pour eux. Il y a beaucoup de vidéos sur le témoignage du bonheur des salariés. Ça, c'est à la mode aussi. Ou alors sur, on va dire, de la pseudo-transparence, des documentaires qui expliquent le fonctionnement interne des entreprises. Et je mets ici le mot transparence entre guillemets, parce que dans la réalité, il y aura toujours des choses à cacher. Surtout pour les grosses entreprises et les grands groupes. Mais l'idée, c'est surtout l'idée de donner une image de transparence. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avec votre stratégie de communication aujourd'hui, l'important, c'est pas le client qui achète votre produit ou qui achète votre service. C'est plus la fin du voyage. C'est-à-dire que celui qui va consommer, c'est pas terminé. L'important, c'est de donner une expérience personnalisée et même d'aller plus loin, de le satisfaire au-delà de ça. D'accord ? Même si un client qui est un client occasionnel, je sais pas, vous ouvrez un salon de massage et c'est un client qui vient qu'une fois. S'il est satisfait de son expérience, il va en parler partout. Il va en parler auprès de sa famille, il va en parler dans les réseaux sociaux. Donc c'est important que même si votre client n'est plus client
ou si votre prospect n'est pas encore client, que vous lui donniez la meilleure valeur ajoutée possible. Parce que votre réputation est en jeu. Il faut savoir aujourd'hui que les publicités en ligne, c'est un marché à plusieurs milliards d'euros. C'est ultra compétitif. C'est-à-dire que vous allez être en compétition avec des millions d'autres entreprises sur Internet qui vont viser la même clientèle que vous. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre en fait de balancer des pubs comme ça parce que ça va vous coûter cher et ça va vous rapporter peu. En fait, dans l'idéal, c'est que sur une publicité, par exemple, qui va atteindre 100 personnes, vous voulez que 100%, c'est-à-dire 100 de ces personnes, deviennent des clients définitifs. C'est compliqué. Bien sûr, dans la réalité, ça n'arrive jamais qu'il y ait un taux aussi grand de 100%. Mais c'est l'idéal que vous visez. Et pour vous dire à quel point c'est un travail de longue haleine, c'est carrément devenu un métier spécifique. C'est-à-dire qu'on a vu des métiers qui sont apparus, chef marketing, responsable marketing digital, du web marketing, etc. Il y a des métiers qui n'existaient pas avant, qui sont apparus aujourd'hui parce que c'est devenu un travail continu et qui évolue au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de votre développement. Donc au début, vous pouvez le faire vous-même. Il y a un moment, quand vous deviendrez une grosse structure, il faudra bien sûr la sous-traiter. Mais voilà, c'est pour souligner à quel point c'est important. Et à quel point aussi également, dans les grosses entreprises aujourd'hui, c'est un pilier, de leur structure. Aujourd'hui, il faut définir une stratégie précise, il faut analyser, il faut étudier comme n'importe quel secteur d'activité. Et c'est plus quelque chose qu'on fait en 5 minutes et puis on espère que ça marche. C'est-à-dire qu'on ne va pas balancer, vous n'allez pas acheter des flyers et des affiches ou alors faire une pub à la radio et puis espérer qu'il y ait 2-3 personnes qui viennent se convertir dans votre entreprise. Non, maintenant il y a une diversification des plateformes. Vous avez la chance d'investir là où vous voulez et sur les personnes que vous voulez. Donc vous pouvez établir une stratégie en fonction de ça. Donc ça demande des expérimentations, ça demande des itérations aussi. Donc ça va durer dans le temps. Si je vous donne un autre exemple un peu plus concret par exemple, on va mettre en parallèle les mails, les newsletters ou les mails de promotion que vous pouvez envoyer à vos prospects. On va en mettre en parallèle ce canal-là qui est les mails et un autre canal qu'on va mettre par exemple Instagram, pour ceux qui connaissent. Si votre cible, c'est-à-dire vos clients potentiels, le public à qui vous vous adressez, pour exemple si je prends un salon de massage, vous vous adressez certainement pas aux moins de 20 ans, ou alors aux moins de 25 ans, ou alors à ceux qui ont un budget limité. Vous vous adressez à une certaine classe sociale, qui ont un certain âge, qui ont de certaines habitudes. Si votre public, c'est majoritairement des plus de 40 ans, Instagram va pas être très intéressant pour vous, d'accord ? A contrario, si vous touchez des moins de 25 ans, moins de 30 ans, Instagram va être un canal parfait. Les mails seront plus intéressants pour les plus de 40 ans. Donc voilà, c'est ce type d'analyse-là qu'il faut faire. Et je vous l'ai vendu un peu comme un métier très complexe, un métier à part entière. Oui et non, en fait. Au début de votre entreprise, au début de vie, il y a des choses qui relèvent juste du bon sens. Il n'y a pas de stratégie complexe à mettre en place. Le bon sens, c'est quoi ? C'est si vous vous adressez, comme je vous l'ai dit, à des plus de 40 ans, ou alors si vous vous adressez à des personnes dans le luxe, vous n'allez pas faire de la publicité dans certaines régions, dans certains départements, dans certains quartiers. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et c'est la même chose sur Internet. Il y a des réseaux sociaux, il y a des sites où telle personne, tel type de personnes vont, et d'autres sites où ils ne vont pas. Donc c'est pareil, il faut comprendre les habitudes. Et c'est juste cette démarche-là qu'il faut entamer. Après, sur des très grosses structures, ils analysent absolument tout. En début de création, ou alors quand on est une petite structure, il n'y a pas besoin d'une stratégie complexe parce que vous n'avez pas une masse et un volume de clients qui est astronomique. C'est comme si je vous disais que vous aviez une voiture que vous utilisez occasionnellement et vous souhaitez en faire la vidange, vous n'allez pas faire 2 ans de formation de mécanique pour faire une vidange. C'est pas nécessaire. Donc là, c'est un peu la même chose. Au début, vous avez juste besoin de faire une vidange. Une fois que vous aurez des salariés ou alors un plus gros volume de clients, là, on apprendra à faire des choses un peu plus complexes. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est de vulgariser la chose et de mettre en place des moyens très très simples qui relèvent quasiment du bon sens pour éviter que vous dépensiez de l'argent dans le marketing et que vous dépensiez de l'argent dans le vent. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver peut-être les 1% de clients potentiels qui seront intéressés pour venir consommer chez vous, de les choper et d'entamer une relation de confiance et de service et surtout de collaboration entre vos clients et vous.
Et c'est ce que je trouve magnifique avec le marketing aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans cet esprit de matraquage. On est plus là dans une collaboration entre votre client et vous. C'est-à-dire que vous cherchez à résoudre un problème qu'il a, et lui, il vous aide aussi en consommant chez vous. Donc c'est une relation d'humain à humain, il y a deux personnes qui travaillent, donc c'est plus cette relation de marchand-client où il y avait une sorte de fantasme où l'entreprise essayait un peu d'arnaquer les clients, où elle essayait de refourguer des produits, essayer de vendre un maximum. C'est plus cette relation-là qu'on veut aujourd'hui, et c'est ça que je trouve magnifique. Donc l'objectif avec du marketing pour les nuls, c'est d'essayer de simplifier la chose pour que vous puissiez installer une stratégie qui deviendra pérenne avec le temps, et vous serez certainement étonné de découvrir comment les gens consomment, leurs habitudes, pourquoi ils ne vont pas chez vous et pourquoi ils iront chez vous. Donc toutes ces choses-là, c'est assez intéressant. Et vous découvrirez aussi sûrement que vous avez investi dans un canal précis, par exemple des flyers ou des affiches, et vous étiez certain que ça allait fonctionner et que c'est ça qui vous rapportait des clients. Mais au final, en fait, en analysant les résultats, ça rapporte pas tellement. Donc c'est tout ça que l'on va voir dans ce podcast, et j'espère vous aider là-dessus. Donc c'est une aventure un peu qu'on se lance entre nous. Et bien c'est la fin de ce podcast aujourd'hui, de cet épisode du marketing pour les nuls. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à l'écrire avant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors en commentaire ou alors en avis, je sais pas trop où je vais le poster. Donc en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux ou même des critiques. C'est très constructif pour moi pour améliorer ce podcast-là. Si ça vous a plu, laissez un avis avec le système d'étoiles, ça permet de donner de la visibilité et de m'aider dans ce projet. En tout cas j'ai pris un grand plaisir à faire ce podcast. Donc pour l'instant, je vous dis à la prochaine.